Bonjour les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous donner des vrais insights, des vraies informations de ce que un vrai ingénieur, quelqu'un qui travaille réellement dans la mise en place des outils d'intelligence artificielle doit comprendre et doit être capable de vous restituer avec une clarté très absolue. Alors ici, j'ai préparé un petit document pour pouvoir vous donner réellement ce qu'il en est de ces outils. L'idée, la problématique, elle est celle-ci. Vous vous posez sans doute la question de savoir comment est-ce que ChatGPT, par exemple, et bien d'autres outils de modèles de langage font pour pouvoir comprendre ce que vous dites réellement. Alors, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas vraiment d'intelligence à tout bien parler, mais il y a toujours un processus de mathématiques assez sophistiqué derrière qui est mis en jeu. Avant de continuer, likez, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. Ça me permettra de bien référencer, bien évidemment, le contenu de la vidéo et de la chaîne de manière globale. Donc, l'intelligence en soi n'existe pas, enfin, au sens humain. Voilà. D'ailleurs, le mot intelligence artificielle pose toujours problème. Toujours est-il que je vous ai dit qu'il n'y a pas vraiment d'intelligence derrière. Quand on a compris ce qui se passe, simplement, c'est une mise en application des principes mathématiques que d'ailleurs vous avez vu lorsque vous étiez au lycée et après dans les études supérieures. Donc les matrices, je pense que ça parle à tout un chacun. Alors les matrices d'embedding, c'est justement le cœur de la notion ici pour pouvoir expliquer la manière avec laquelle l'IA s'y prend pour pouvoir comprendre ce que vous dites, voilà, lorsque vous tapez un prompt et ce que vous attendez en sortie. C'est ce que nous allons voir et c'est ce que je vais expliquer de manière très simple. Je vais pas entrer trop dans les détails techniques parce que c'est pas le but, c'est de pouvoir vous donner, faire la corrélation, le lien direct entre l'aspect mathématique des choses et la mise en application. Je pense que ça bénéficiera à un public beaucoup plus large. Ok, donc on utilise les matrices d'embedding. Alors, embedding, il faudrait mieux garder le mot en anglais, habituez-vous. Bon, c'est comme ça, même si j'aime pas trop ces anglicismes, c'est pour des raisons bien spécifiques, évidemment, dans la recherche et si vous travaillez dans l'IA, vous allez vous habituer forcément à ces mots-là en question. Mais donc embedding, c'est on veut dire encapsulé. Alors donc déjà le mot matrice en soi est déjà assez très représentatif. Donc une matrice, c'est un ensemble, c'est un tableau, voilà, un ensemble de lignes, colonnes, etc. Donc voyez la matrice comme étant une représentation du vocabulaire de l'outil. Donc ChatGPT derrière en background possède un dictionnaire, un vocabulaire. Ce vocabulaire en fait contient ce que on appelle des tokens. Alors les tokens c'est une unité de mots. Un token c'est une unité de mots. Ce n'est pas forcément un mot en entier sous sa forme. Ça peut être un mot subdivisé encore d'autant plus, mais pour nous humains, on travaille parce que évidemment le langage naturel, on, on définit le langage naturel par une juxtaposition de mots. Mais pour la machine, c'est une juxtaposition de tokens. Donc ça peut être ces mots en entier ou des mots encore subdivisés. C'est très important. Donc ces tokens-là sont contenus dans ce que l'on appelle la matrice d'embedding. Donc vous imaginez le tableau géant, première colonne, deuxième ligne, chaque élément de la matrice en question. Comment est-ce qu'on exploite ça pour pouvoir répondre aux utilisateurs? Toute la question, la gymnastique se trouve là. Premièrement, donc voici le formalisme mathématique. C'est tout simple, hein, c'est ce que vous avez vu, comme je disais d'ailleurs dans les classes au lycée. Donc c'est une fonction phi qui ici associe le vecteur, donc la valeur v comme vecteur. Et en sortie, on récupère les composantes du vecteur. Voici la définition, T1 pour le token 1, T2, etc. Et D, la dimension du vecteur. La dimension, c'est le nombre de composantes que possède notre vecteur. Vous voyez, lorsque vous étiez au lycée, vous avez représenté des vecteurs, soit en ligne, soit en colonne. Dans tous les cas, le nombre de composantes est donc la dimension D ici du vecteur en question. Alors, la structure mathématique, donc la matrice d'embedding, la matrice qui encapsule maintenant tout cet ensemble-là de vecteurs, c'est ce qu'on appelle la matrice E. Ok. Maintenant, je pense que ce qui vous intéresse le plus, voici le processus. Comment ChatGPT fait pour comprendre votre phrase?
ce que vous souhaitez, ce que vous demandez. Vous avez ici le texte, votre prompt. Le premier traitement qui va s'effectuer, c'est la tokenisation. La tokenisation, donc, c'est le processus de découpage de votre phrase sous forme d'unité de mots en token. Donc, chaque token maintenant, une fois donc repéré, va se voir attribuer un identifiant, un token ID. Cet identifiant, c'est un nombre entier naturel, donc positif, de 0 à l'infini, d'accord? Et après, on ira dans cette matrice d'embedding, faire une recherche. Alors, c'est une recherche assez facile puisqu'on fait un pointage directement à partir des numéros des identifiants, des tokens ID récupérés ici, pour pouvoir donc dire quel vecteur correspond à tel token. C'est ce tableau ici. Donc le vocabulaire, en plus, il est ordonné, bien évidemment, donc de 0 à l'infini. Alors, quand on dit l'infini, ça c'est l'aspect formel mathématique. Mais vous imaginez bien que ChatGPT, quelle que soit sa version, sera limité en identifiant. On peut pas aller à l'infini, bien évidemment, pour des questions matérielles informatiques. Ok? Je répète aussi que ça, c'est toujours un espèce qui est capable de faire le lien entre l'aspect mathématique, un ingénieur également, les contraintes du matériel informatique. Mathématiquement, sous forme d'abstraction, on peut tout définir comme fonction, etc. Toujours est-il que dans la vie réelle, pour pouvoir mettre en place tous ces concepts mathématiques, on est bien limité par l'aspect aussi matériel, et évidemment. Bon, bref, ceci étant dit, donc, plus le vocabulaire est grand, plus on a un modèle de langage assez riche. Donc, la version 3.5 de ChatGPT n'est pas la même version que la version 4, bien évidemment, parce que la version 4 possède, entre autres, plus de tokens que la version 3.5. Donc, est capable de comprendre un contexte beaucoup plus large, quoi. C'est le point important là-dessus. Ce qui revient à dire quoi? Ce qui revient à dire que chaque token, une fois identifié ici, on récupère simplement dans la ligne correspondante au sein de la matrice d'embedding son vecteur associé. Là, ce que vous voyez ici, donc pour le token ID 0, ok, le token ID 1, le token ID 2, le token ID 3, etc., etc. Par exemple, si on a l'angle anglaise, le token ID 50256 ça correspond à ce vecteur d'embedding. D'accord? Vecteur ligne d'embedding. La matrice, elle est là, le tableau. Je la parcours sous forme de 0, 1, 2, donc en forme descendante, ok? 1, 0, 1, 2, 3, etc. Si dans le texte de l'utilisateur, il y a le mot the, je sais que dans ce vocabulaire-là, au niveau de la ligne 50256 va se trouver la suite de ces chiffres, en fait. La suite de ces chiffres, donc, est 0.31, moins 0,18, etc. Qui est donc, quand on les encapsule, ce que l'on appelle un vecteur d'embedding. Alors, je répète aussi, ces valeurs ci ne sont pas obtenues de manière hasardeuse. Il y a eu tout un travail d'apprentissage machine, l'apprentissage automatique, notamment l'apprentissage supervisé. Donc, c'est un travail qui est effectué en amont pour pouvoir avoir ces valeurs ici en question. On les obtient pas par magie ou par chance. Voilà. Alors, allez vous renseigner et faites vos recherches. Mais ceci étant, voilà comment on récupère ces vecteurs en question. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous donne un exemple ici. Donc, si on prend le texte Hello World, nous avons ici quoi? On découpe sous forme de tokenisation. Donc, pour le vocabulaire a détecté deux tokens. Le token Hello et le token World. Maintenant, on part dans le vocabulaire en question, donc qui est représenté sous forme matricielle. On regarde et on observe qu'à la ligne 15496 va se trouver le token Hello et à la ligne 995 va se trouver le token World. On récupère respectivement les vecteurs de chacun de ces tokens en question. Ok? Donc pour la machine, votre texte, votre prompt, in fine, est représenté
par une suite de vecteurs ici. Donc, on passe du token, du texte, in fine, à la fin, à une représentation vectorielle. Donc, chaque texte, chaque prompt que vous tapez, pour la machine derrière, au sens de son vocabulaire, c'est une succession de vecteurs de cet token en question. Bon, tout le reste ici, c'est le formalisme mathématique pour représenter ce que je viens de vous dire. Prenons un exemple très concret pour terminer. Donc, voici votre prompt original. Le prompt original, c'est « Explique-moi la relativité ». Donc, un utilisateur vient sur ChatGPT et il aimerait savoir c'est quoi la relativité. Donc, il tape exactement « Explique-moi la relativité ». Que fait donc la machine, le processus? Tokenisation. Bah oui, comme je viens de vous montrer, ok, tokenisation. On découpe ce texte en token. Alors, je vous ai dit, un token, c'est une unité de mots pour la machine. Donc, ça peut être un mot en entier pour nous dans une langue, donc en français en particulier ou en anglais, mais ça peut être également un mot subdivisé encore. Alors, donc, explique, vous voyez bien qu'il a été divisé en EXPL et en IQUE. Et après, de même, le trait d'union a été également pris en compte. C'est ça un peu parfois qui est bizarre. Bon, surtout, les informaticiens le savent très bien, ceux qui développent tout le reste. Ok? Mais comprenez bien que, de manière générale, ce ne sera pas toujours le mot en entier pris dans toute sa totalité. Ça peut être également une subdivision de mots. Mais pour la machine, ça reste des tokens. Maintenant, on regarde au niveau du vocabulaire. Donc, le vocabulaire a déjà été établi derrière, hein, bien sûr, parce que on a fait du machine learning, voilà. Et donc, on a pu obtenir un vocabulaire ordonné. Il vous faut à l'avance ceci. Ça, c'est un travail également de ceux qui font spécialement donc du machine learning. D'accord? Une fois que ce vocabulaire a été obtenu, on va donc travailler sur ce vocabulaire comme support pour pouvoir agréger et trouver les valeurs des vecteurs d'embedding de chacun des tokens en question. Donc, on revient ici, on voit bien que dans notre matrice d'embedding précédente, le token EXPL correspond à l'ID 15234. De même, IQEE correspond au token, donc A pour identifiant 8767, ainsi de suite. Une fois que nous avons les tokens ID, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va récupérer tout simplement les valeurs des vecteurs associés à ces tokens en question d'ID. Donc, pour EXPL, qui est donc l'ID 15234 dans la matrice, son vecteur associé, le voici. Et ben, on fait la même chose avec les autres tokens, etc. Donc, toute votre phrase, in fine, ce sont des tokens. Ces tokens sont associés chacun à un vecteur d'embedding. Donc, ça veut dire que ce vecteur d'embedding, quand on va traiter cette fois-ci pour la compréhension de la phrase, ça voudra dire que c'est le token IQEE, et de même pour celui-ci, on saura que ce serait le token moi. Alors, donc, on agrège cela dans une matrice finale, ok, donc dans une sous-matrice représentative de votre phrase pour vous, d'accord. Comment maintenant, donc la dernière étape maintenant, c'est comment, là on a fait un traitement un peu séquentiel, ok, on s'est intéressé de comprendre déjà au préalable, pour la machine, qu'est-ce que l'utilisateur a tapé, donc mot par mot, et derrière pour la machine, on a traité cela en tokenisation. Maintenant, il faut faire une agrégation. L'agrégation ici, c'est faire en sorte que la machine puisse comprendre que, bah, explique, donc subdiviser en token ESP et IQ voudrait dire que, in fine, l'utilisateur souhaite une demande de clarification d'état pédagogique sur la manière dont fonctionne la relativité. Pour cela, on utilise l'attention. L'attention qui est l'élément clé fondateur des transformers, l'architecture sur laquelle les grands modèles de langage ont pu émerger et réellement apporter une vraie valeur ajoutée, contrairement aux moteurs de recherche classiques où l'on utilisait des mots-clés. Donc l'agrégation ici va consister à quoi? Va consister à, par exemple, pour chaque mot ou token dans votre phrase, d'accord, on va peser le poids
de chacun de ces mots avec tous les autres mots de la phrase. Et on fait la même chose avec on répète le même processus, mot par mot, dans la phrase en question. Donc, pour relativité dans ce contexte ici, on va peser l'attention de relativité par rapport à explique. Il va en sortir au final que l'utilisateur demande en fait un contexte pédagogique. Alors, contexte pédagogique, ce sera un vecteur derrière qui sera représenté. De même, on fait la même chose de calcul d'attention du token relativité par rapport au token moi. On comprend que l'utilisateur demande une personnalisation. De même avec là, une spécificité du concret. Tout cela permet de faire quoi? D'obtenir un vecteur contextualisé unique pour relativité. Ça veut dire que dans le prompt original de l'utilisateur, explique-moi la relativité, le token relativité, in fine, pour l'utilisateur, dans cette phrase-là, le contexte voudrait que l'utilisateur ait une explication pédagogique, personnalisée et spécifique du concept. Voilà comment maintenant la machine sait que elle doit répondre en allant chercher dans son vocabulaire les mots correspondant à tout ce qui peut être lié à la relativité, concept physique complexe, d'accord. Explique-moi, donc l'intention pédagogique, ça c'est les patterns après, d'où le machine learning en amont, d'accord. Et donc la combinaison fera que on va générer une explication adaptée sur l'interface de l'utilisateur. Voilà comment ces outils sont capables de vous comprendre, entre guillemets, je précise bien, parce que bien évidemment tout cela, c'est une sophistication avancée derrière. C'est la base de ce qui a constitué donc les grands modèles de langage. Pour le reste, il y a des détails, par exemple, très techniques. Si je dois un peu vous donner quelques informations plus avancées, le vocabulaire, l'ordre du vocabulaire doit être important, parce qu'évidemment, imaginez bien que si je change la position de l'identifiant du token dans ce vocabulaire, je n'aurai plus du tout la même chose au niveau des réponses en sortie, parce que cela voudrait dire qu'au niveau de mon indexation dans le vocabulaire, dans la matrice d'embedding, je vais récupérer la mauvaise valeur du vecteur d'embedding associé. Donc, ça c'est important. On parle de hacker les systèmes. Ceux qui sont assez avancés savent très bien de quoi je parle. Autre chose aussi également, c'est que les modèles tels que ChatGPT, Claude, Gemini et tout le reste sont des modèles assez généralistes. Mais si vous travaillez dans des contextes assez pointus, domaine bancaire et surtout le domaine militaire par exemple, je vous fais pas de dessin, ces personnes-là n'utilisent pas les mêmes tokens que OpenAI a mis en place pour ChatGPT. Ce sont on part de zéro pour la représentation d'un vocabulaire bien spécifique adapté au domaine du militaire. Voilà. Le renseignement, de même également, utilise des grands modèles de langage, mais les tokens qui sont injectés dans les matrices d'embedding sont des tokens bien spécifiques à leur contexte donné. Donc les mots des espions et tout le reste. Enfin, bref, voilà. Vous comprenez l'idée. C'est très riche, les amis, et il y a des problèmes évidemment techniques derrière, d'autant plus. Mais pour l'idée de l'ensemble, je pense que vous avez compris. Abonnez-vous, likez, partagez massivement cette vidéo, c'est très important. Donc, voyez ici donc de la compréhension à la génération. Une fois le prompt encodé en matrice d'embedding, encodé donc encapsulé, etc. sous forme de vecteur. Les couches d'attention, c'est donc puisque nous travaillons avec des réseaux de neurones, c'est toutes ces couches là qui permettent évidemment de effectuer le processus d'attention, d'accord? Le poids d'un mot sur un autre mot par rapport à un autre mot, d'accord? On parle donc de probabilité derrière. J'ai toujours dit, et c'est la définition réelle d'un modèle de langage, c'est une suite de probabilités qui mesure la vraisemblance d'une chaîne de caractères. C'est toujours un calcul de probabilité derrière qui est effectué. Le modèle calcule une distribution, une répartition de probabilité sur tout le vocabulaire.
Ça, c'est vraiment, j'insiste tout particulièrement pour ce genre de vidéo parce que je préfère aller, même si ça peut être un peu chiant sur l'aspect peut-être mathématique, mais c'est la base, c'est d'où l'on part pour pouvoir après savoir être un bon ingénieur en prompt engineering si on veut pouvoir mettre des systèmes clés, des systèmes véritablement efficaces, performants. Pour le coup, il faut avoir ces notions très claires dans la tête. Donc, c'est très important et c'est pourquoi j'ai insisté là-dessus. Et à chaque étape, le système utilise la même matrice, donc E, pour convertir des tokens en vecteurs. D'accord? Et des vecteurs en tokens. Il y a une forme de bijection réciproque qui est effectuée. L'ordre du vocabulaire garantit cette bidirectionnalité. Voilà. Pour le reste, on s'abonne en like et je ne saurais peut-être que je pourrais rajouter, oui. Donc GPT-3 par exemple, on était à 50 000 et quelques de tokens, d'accord? J'ai toujours dit, c'est pourquoi l'abstraction, le formalisme mathématique est toujours avancé. Et là, on n'utilise qu'une fraction des notions mathématiques. Mais vous voyez déjà qu'avec cette fraction d'outils mathématiques, on est capable de mettre sur pied des systèmes très très puissants. Donc les grands modèles de langage. Imaginez demain lorsqu'on aura l'informatique quantique qui va s'appuyer sur des notions mathématiques encore assez puissantes. On aura encore des systèmes, des super intelligences pour le coup, c'est qui est en train de s'effectuer. Et l'avenir justement va dans ce sens. Donc quand on parle également aussi de, là, alors je fais beaucoup de digressions, vous avez compris, puisque j'ai déjà dit l'essentiel. Mais lorsqu'on parle également d'adapter l'école, l'éducation nationale par rapport à l'avancement des outils d'intelligence artificielle, il faut remettre sur pied ce genre d'explication, l'enseignement mathématique, et faire le lien justement avec la manière dont c'est exploité ces outils, ces concepts mathématiques, les fonctions, l'algèbre linéaire, les vecteurs, les probabilités, dans la mise sur pied des outils d'intelligence artificielle. Bon, je vais m'arrêter là maintenant cette fois-ci pour le coup, et je vous dis à la prochaine pour d'autres sujets assez intéressants. Et merci de m'avoir suivi, on s'abonne, on like, au revoir.